premier cours donc sur la chaîne d'énergie, le cycle alimenté et plus particulièrement alimenté en électricité en continu, même si on verra quelques notions de puissance, notamment quand on parlera grandeur de flux et grandeur potentielle. Alors, est-ce que les unités en élect, c'est très clair pour vous? Est-ce que la loi des nœuds, la loi des mailles, c'est maîtrisé? Normalement, oui. Les notions de variable de flux et de variable potentielle, est-ce que vous savez un petit peu ce qu'il y a derrière ça? Et la notion de puissance et d'énergie, donc tout ça, c'est un petit peu lié. On verra précisément donc la loi d'Ohm, elle est connue normalement aussi, les notions de résistivité, conductivité, et puis tout ce qui est résistance un peu particulière, CTN, VDR, humidistance, PT1000, NI1000, etc. Donc les objectifs de ce cours, ce sont un peu les bases de l'électricité en termes de puissance-énergie et les rappels de la loi d'Ohm autour de la résistance. Donc on verra ce que c'est que la charge électrique, courant, tension, loi des mailles, loi des nœuds. On verra ce qu'il y a entre énergie et puissance. On approfondira un petit peu ces notions. Et on verra donc les notions de variable de flux et potentiel et un petit peu de révision aussi autour de tout ce qui tourne autour de la loi d'Ohm et des résistances. On va commencer par un petit historique de l'électricité, donc la découverte des premiers phénomènes électrostatiques date de Thalès, qui avait remarqué qu'en frottant de la résine d'ambre jaune, on pouvait attirer des choses de petite taille. Et l'ambre jaune, ça s'appelle en grec électron, et voilà. Donc voilà le premier contact finalement de l'homme avec les phénomènes électriques. Il faudra attendre 1600 et William Gilbert, qui était le premier médecin de la reine Élisabeth Ier, va lui remarquer qu'il n'y a pas que l'ambre qui a cette propriété, mais le verre, la lin, le diamant sont capables aussi d'attirer des corps légers lorsqu'ils sont frottés. Il va nommer cette force qui attire ces petites choses-là, électricité, en référence à l'ambre jaune de Thalès. Un siècle plus tard, on est en France et on a Charles-François de Cisternay-Dufay, qui était premier intendant du Jardin du Roi et qui commença à faire les premières études d'électricité statique, notamment en cherchant par exemple à déterminer, c'est la gravure là qu'il y a, la vitesse de propagation de l'électricité, en essayant d'avoir des cordages humides sur de grandes distances pour transmettre l'électricité d'un point à un autre, et de regarder combien de temps ça mettait entre le moment où il frotte un bâton de résine. Et il se rend compte qu'il y a finalement deux types d'électricité. Il y a ce qu'il appellera l'électricité résineuse et l'électricité vitreuse. Alors vitreuse, tout ce qui est diamant, par exemple, et résineuse, ce qui est plutôt comme l'ambre. Et alors, les phénomènes sont identiques, c'est-à-dire lorsque l'on frotte, on attire des corps de petite taille, mais lorsque l'on met en contact deux électricités de même nature, le phénomène persiste. Lorsque l'on met en contact une électricité résineuse avec une électricité vitreuse, le phénomène disparaît ou s'affaiblit fortement. Donc, il comprend bien qu'il y a en fait deux types d'électricité différentes, l'électricité résineuse et vitreuse. Et voilà. On passe aux USA avec Benjamin Franklin, qui va donc étudier aussi un petit peu ce qui tourne autour de l'électricité, et il va considérer qu'en fait, il y a une électricité positive ou négative, dans le sens où il y aurait un flux électrique, et il serait parfois en surplus, parfois en déficit. Donc on est ici très très proche de l'idée qu'on se fait de l'électricité, mais voilà, il ne considère pas encore qu'il y a des charges positives et négatives, mais il a intuitivement la notion d'électron, exactement ce qui se passe finalement
lorsque l'on frotte, lorsqu'on fait de l'électricité statique, hein, puisqu'on a soit un amas d'électrons, soit un déficit d'électrons qui fait pour le coup apparaître des charges négatives. Donc il n'est pas encore au terme de l'idée, mais il s'en approche beaucoup. Il faudra attendre 1780 et Charles-Augustin Coulomb pour qu'apparaissent les premiers appareils électriques, notamment l'électromètre. On est toujours dans le domaine de l'électrostatique, hein, donc par frottement, on crée des charges électriques, hein, et qu'ensuite on donne on décharge de manière brutale en quelques instants. C'est le premier appareil de mesure des phénomènes électriques, hein, qui a été donc inventé par Charles-Augustin Coulomb. Alors, avec Alessandro Volta et l'invention de la pile, on change totalement de domaine puisqu'on passe de l'électricité statique à l'électricité dynamique. C'est-à-dire qu'avec une pile, on peut maintenir des phénomènes électriques pendant des minutes, des heures, voire des jours, ce qui n'était pas du tout le cas des phénomènes électrostatiques qui, en dehors d'une étincelle, en dehors de phénomènes très très courts, ça s'arrêtait là, il fallait reproduire après les frottements, etc. On pourra noter qu'en parallèle, on a tout un ensemble de mécanismes qu'il faut changer, puisque l'électricité statique, il faut la stocker, donc il faut des matériels non conducteurs, alors que l'électricité dynamique, il faut la propager, donc il faut des matériaux conducteurs. Alors du coup, on s'est mis à faire de grandes piles, hein, pour avoir soit des capacités électriques sur des très longues durées, soit des tensions très élevées en mettant tout ça en série, et donc produire des arcs électriques de grande taille. Et les premières applications industrielles de l'électricité apparaissent. Donc le télégraphe, par exemple, hein, qui permettait donc de communiquer sur des distances importantes sans que l'on voie le message envoyé. Et tout ce qui est galvanoplastie, hein, qui consiste à déposer des fines couches de métal donc en mettant des solutions aqueuses d'argent, par exemple, et par électrolyse dans l'eau, il y a un dépôt d'argent qui se fait sur une des deux électrodes. Et puis l'électrothérapie, alors l'électrothérapie consistait finalement souvent, alors soit à exposer des gens à des champs électrostatiques en considérant que ça allait leur faire du bien sans qu'aucune preuve n'ait été faite de ces bienfaits, soit souvent les handicapés mentaux, en fait, il était considéré depuis la nuit des temps quasiment qu'un handicapé mental était quelqu'un qui était possédé par un esprit malsain, alors le diable par exemple, hein, dans la religion catholique, et ce diable, pour le faire sortir de la personne et donc soigner la personne, il fallait faire souffrir la personne. Et donc, en électrocutant ou en mettant des décharges électriques aux personnes, on espérait pouvoir les soigner. Ça n'a jamais fait preuve de son efficacité non plus, bien évidemment. Voilà pour ce bref historique un petit peu de comment on en est arrivé à l'électricité. Je reprendrai d'autres historiques plus tard, hein. Et nous voilà aux principales grandeurs électriques, hein. Donc on va se contenter des trois principales grandeurs, le courant, la tension, la charge électrique. Alors commençons par la charge électrique. Alors la charge électrique, qu'on appelle Q, c'est un coulomb, et c'est la charge électrique de 6,241 10 puissance 18 électrons. C'est une unité créée en 1881. Voilà, sa définition, c'est la circulation d'un courant de 1 ampère pendant une seconde. Ça, c'est sa définition moderne. Donc oui, le coulomb est défini à la base de l'ampère, qui fait partie des 7 unités, mais historiquement, on l'avait défini à la base de la charge de l'électron. On peut utiliser l'ampère-heure, donc c'est une quantité d'électricité, hein, puisque un coulomb, c'est 1 ampère seconde en fait, hein. Donc l'ampère-heure, c'est 3600 fois plus, hein. Et on a aussi utilisé, on peut trouver le Franklin. Alors le Franklin, c'était la quantité d'électricité nécessaire à l'électrolyse d'1 gramme d'hydrogène, hein. Vous savez que si on électrolyse de l'eau, on obtient de l'oxygène et de l'hydrogène. Et il y a aussi le Faraday, hein, qui représentait une mole d'électrons. Donc une mole, c'est de l'ordre de 10 puissance 23, hein. On voit le rapport 10 puissance 5 ici entre les deux grandeurs. Voilà, et là, c'est bien 10 puissance 5. Voilà, donc pour la définition de la charge électrique. Alors la charge électrique, on s'en sert assez peu, sauf quand on parlera condensateur, hein, mais bon, c'est pas tout de suite.
On va plutôt s'attaquer à la tension. La tension, c'est ce qu'on appelle une force électromotrice, hein, c'est ce qui met les électrons en mouvement. On parle aussi de différence de potentiel, hein, donc c'est la différence de potentiel entre un point A et un point B, et on va appeler UAB égale VA moins VB. Et c'est vraiment de ça que l'on parle, hein. La tension, c'est ce qu'on appelle une variable potentielle, hein. On verra plus tard, hein, dans ce cours les définitions un peu plus précises des variables potentielles et des variables de flux. Donc c'est la variable potentielle en électricité, et on dit la tension aux bornes de. Hein. C'est pour ça qu'on place le voltmètre aux bornes du dipôle, on dit une tension aux bornes de et non pas une tension dans. Quand on dit la tension dans le dipôle, ça ne veut pas dire grand-chose et ça montre qu'on ne maîtrise pas bien le vocabulaire de l'électricité, en particulier lorsqu'on parle d'une tension. Donc la tension, c'est toujours entre deux points et on dit bien la tension aux bornes de. Alors, on a la force électromotrice, hein, c'est bien la force qui met les électrons en mouvement, hein, et pour une pile, c'est la tension à vide de la pile. Mais on peut trouver ça aussi dans des circuits magnétiques, hein, donc dans une force d'induction, et on aura une force petit e qui va être n déφis sur dt, ou moins n défis sur dt, suivant les conventions récepteurs ou générateurs qu'on peut avoir sur la force petit e. Donc ça veut dire qu'une variation de flux induit une force électromotrice, hein, c'est grâce à ça qu'on fait des générateurs avec des alternateurs par exemple ou des machines à courant continu. Et donc le terme force électromotrice, FEM, ou force contre-électromotrice, c'est le petit signe moins qu'on voit apparaître sur eux, sont un peu la même chose, hein, quand on parle de force induite. Et ça dépend en fait de la convention utilisée. Par abus de langage, on fait souvent pas très attention à ce qu'on oublie et on verra en parlant du moteur à courant continu qu'il faut essayer d'être précis pour voir si on parle d'un moteur ou d'un générateur. Alors reprenons un petit peu la loi d'additivité des tensions. Donc c'est quelque chose finalement d'assez simple, hein. On va parler de la tension entre A et B. Donc ça, c'est UAD. Et puis, on peut nommer des tensions entre A et B, UAB, entre B et C, UBC, et entre C et D, UCD. Alors l'idée ici, c'est de dire que la tension UAD, c'est-à-dire la différence de potentiel entre le point A et le point D, c'est finalement la même chose en passant directement de D vers A qu'en passant de D vers A en passant par C et B. Et donc, ça veut dire qu'on peut écrire que UAD, c'est UAB plus UBC plus UCD. Alors, c'est quelque chose qu'on exprime ici mathématiquement, qui est finalement très simple, et qui dit que la différence que je regarderai entre D et A, ou entre A et D, ne dépend pas du chemin parcouru pour aller de D vers A. Et donc, si je l'écris par la définition des tensions, ça se démontre immédiatement, vu que UAB, c'est VA moins VB, UBC, c'est VB moins VC, UCD, c'est VC moins VD, hein, on voit ça tout de suite, et on voit tout de suite que les valeurs en B s'annulent et les valeurs en C s'annulent, et il reste donc VA moins VD, c'est-à-dire UAD. Hein. Donc ça se démontre, mais c'est en fait quelque chose, encore une fois, d'assez simple. Quand vous prenez la tension entre deux points, vous pouvez l'écrire de différentes façons. Il suffit de suivre le circuit et d'arriver au même point. Et donc, vous avez des égalités de tension en parcourant. Et donc, il faut retenir aussi que l'écriture vectorielle ici, on met une flèche de la tension, est très importante parce qu'on voit bien que ces vecteurs ici sont tous dans le même sens et ils s'ajoutent. Forcément, si j'inverse ici le vecteur, je n'ai plus UAB mais UBA. Et ici, je vais avoir un signe moins qui va apparaître et je ne pourrai plus écrire l'addition de ces vecteurs, mais il faudra bien que je mette un signe moins ici de manière à retrouver la même écriture. Donc, il faut quand même faire attention au sens. Alors, c'est de cette loi d'additivité des tensions que vient notre loi d'émail. La loi d'émail exprime que la différence de potentiel en parcourant complètement une maille d'un circuit est nulle. Ça, c'est de dire que la différence de potentiel entre un point et lui-même, c'est 0. Bah oui, ça paraît évident. Alors, comment on fait une loi d'émail? Dans un premier temps, on va repérer une maille
et on va choisir un sens de parcours. Par exemple, je vais partir ici d'un point, je fais le tour de mon circuit et je reviens au même point. C'est très important, je pars d'un point et je reviens au même point. Et je vais écrire que la somme des tensions dans le sens positif moins la somme des tensions dans le sens négatif vaut 0. Ce qui concrètement ici va s'écrire en ayant E moins U1, puisqu'il est dans le sens opposé au sens de parcours, moins U3, il est lui aussi opposé au sens de parcours, plus U4 qui est dans le même sens, moins U5 égale 0. Donc on écrit ça assez facilement. Alors il faut absolument maîtriser cette loi d'émail et savoir la faire dans des tas de conditions différentes. C'est très simple, hein, il suffit de s'entraîner à le faire. On peut faire une autre maille, ici la deuxième maille, et on pourra écrire que donc, quand je parcours, E moins U1 moins U2 moins U5 égale 0. Il faut être vraiment très très à l'aise avec ça. On pourrait faire une dernière maille ici, la troisième, mais comme mes deux premières mailles ont utilisé toutes les branches du circuit, eh bien ici on trouverait U2 moins U3 plus U4, et on peut remarquer que U2 moins U3, ben lorsqu'on fait 1 moins 2, ici je vais retrouver U2 moins U3 plus U4 égale 0. Vous voyez, vous faites 1 moins 2 et vous retrouvez la loi d'émail. C'est ce que on peut démontrer également, mais lorsqu'on a fait avec l'émail que toutes les branches du circuit ont été vues, eh bien, ce n'est pas la peine de faire des mailles supplémentaires. La maille qu'on obtient n'est pas une équation supplémentaire. On peut le faire parce que cette maille peut amener un résultat immédiat ou une équation plus simple ou éviter justement de triturer les autres équations pour l'obtenir. Mais ça n'apporte pas d'informations supplémentaires. Alors on va continuer avec la notion d'intensité. Donc l'intensité, c'est un débit d'électrons. C'est donc des coulombs par seconde. Hein. C'est la définition de l'ampère. Enfin, c'est l'ampère exprimé dans le système international d'unités. Et c'est une variable de flux. C'est une des 7 unités du système MKSA. Donc, quand le système MKSA a été revu, il est postérieur à l'ampère, hein, le système MKSA, et l'ampère a donc vu sa définition mise au propre sans faire intervenir de variables électriques. Et donc, c'est l'intensité d'un courant constant qui, s'il est maintenu dans deux conducteurs linéaires et parallèles de longueur infinie, de section négligeable et distant d'1 mètre, on aura entre ces deux conducteurs une force égale à 2×10-7 newtons par mètre. Donc vous voyez que c'est une définition qui ne fait pas apparaître des notions d'électricité. C'est la définition du système international d'unités. Nous, on retiendra, c'est ce qui nous intéresse, que ce sont des coulombs par seconde. Hein, c'est un débit d'électrons. Hein, l'électricité, l'intensité, pardon, c'est un débit d'électrons. Localement, on dira que I, c'est dQ sur dt. C'est-à-dire, c'est la dérivée de la charge par rapport au temps. Ce qui veut dire que si la charge augmente, ça veut dire que sa dérivée est positive et que donc le courant est positif. Il y a de l'électricité qui arrive. Si la charge reste constante, hein, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas d'électricité qui arrive et donc la dérivée de la charge est nulle. Et donc, ça veut dire que l'intensité est nulle. Inversement, si la charge baisse, ça veut dire que Q diminue, donc la dérivée est négative, l'intensité est négative. Hein. Donc, être bien capable de relier. Alors, localement, on pourra voir ça. On écrit souvent d'ailleurs que dQ, c'est I dt. C'est souvent par là. Donc, on a le courant et on veut savoir la quantité d'électricité qui est passée pendant l'instant dt, et donc c'est I dt. La densité de courant, c'est une notion intéressante. La densité de courant, on a notre petit delta en grec, hein, et c'est I divisé par S. Alors, on ne l'exprime pas en ampères par mètre carré parce que ça nous ferait des valeurs bien trop grandes. On l'exprime en ampères par millimètre carré parce que tous nos conducteurs, on donne généralement leur section en millimètres carrés. Les valeurs admissibles des densités de courant, je ne vais pas revenir dessus, on pourrait démontrer la chute de tension, l'échauffement du matériau, etc. Donc on aura deux contraintes en fait, hein. Il ne faut pas qu'il y ait trop de chute de tension sur la longueur du câble et en même temps il ne faut pas que le câble s'échauffe trop ou on limite un petit peu
les pertes qui sont tolérables. On verra en exercice quelques exemples de ce qu'on peut faire. Et voilà. Donc, une valeur qu'on admet généralement pour savoir si nos calculs sont bons, pour savoir si on a un résultat correct, autour de 5-6 ampères par millimètre carré dans le cuivre, c'est une valeur qu'on admet généralement. Donc 5-6 ampères, ça peut être beaucoup plus sur des petites distances ou sur des conducteurs très plats, comme par exemple des pistes de circuit imprimés, qui vont pouvoir dissiper très facilement parce qu'elles sont très larges et que la surface de contact est grande et que les distances sont courtes, donc les chutes de tension sont tolérables. Et on peut avoir des valeurs beaucoup plus faibles si on a des très grandes distances ou des conducteurs de grandes sections, parce que finalement, quand on a des conducteurs de grandes sections, finalement, on se rend compte que les électrons se repoussant, ils ont tendance à se mettre sur la périphérie du conducteur. Donc, on a une densité de courant qui augmente à la périphérie du conducteur et qui est très faible, voire nulle au centre. On peut être amené à faire des conducteurs creux, d'ailleurs, suivant ce principe. Et voilà, donc c'est quelque chose qu'on pourra étudier aussi sous forme d'exercice. Il y a aussi ça dans une colle. Donc voilà. Donc la répartition des courants n'est pas forcément uniforme dans une section, en tout cas lorsque les sections deviennent grandes. Voilà donc pour l'introduction à l'électricité. On va terminer par la loi des nœuds. La loi des nœuds qui nous dit que la somme des courants arrivant sur un nœud égale la somme des courants partant du nœud. Alors ça, c'est une loi que généralement, vous n'avez pas de mal du tout à connaître et à appliquer. Donc, on compte positivement, par exemple, les courants qui arrivent et on dit que ça égale les courants qui repartent. Alors, on va dire I2 plus I4 égale I1 plus I3 ici, ou alors on compte positivement les courants qui arrivent, négativement les courants qui repartent, ce qui me donnerait I2 plus I4 moins I1 moins I3 égale 0. On a là deux façons de voir les choses. Soit tout ce qui arrive, c'est tout ce qui repart, soit tout ce qui arrive compté algébriquement, c'est nul. Donc on choisit un sens positif qui arrive vers le nœud ou qui repart vers le nœud. Arbitrairement, on choisit lequel sens sera compté comme positif. Et donc l'autre sera compté comme négatif. Et on dit, ben voilà, algébriquement, la somme des courants qui arrivent au nœud est nulle. Voilà, ça c'est quelque chose qui ne vous pose pas de problème. Je vous rappelle qu'on écrit cette loi des nœuds en valeur instantanée, en valeur moyenne éventuellement, mais jamais en valeur efficace, puisqu'en valeur efficace, on perd la notion de signe. Vous vous souvenez de ça, donc je le rappelle ici. Il en va de même pour les lois d'émail. Les lois d'émail s'écrivent en valeur instantanée ou en valeur moyenne, mais jamais en valeur efficace. Ou en tout cas, il faut prendre des précautions pour écrire des lois d'émail ou des lois des nœuds en valeur efficace. Voilà, j'ai terminé cette introduction à l'électricité, donc il me reste une deuxième moitié de cours à faire en étant plus particulièrement sur la partie puissance. On verra ça dans la prochaine vidéo.